jours. Alors on va le voir justement sur le terrain. Aurélien Duchesne, à l'instant, Claude Blanche-Maison le disait, Volodymyr Zelensky était à Londres vendredi pour un nouvel accord en fait de nouveau de coopération avec la Grande-Bretagne, nouvelle aide aussi, mais surtout une nouvelle fois il demande donc que les missiles longue portée frappent la Russie, alors que selon des médias russes aujourd'hui, et drone aurait frappé sur le territoire russe, notamment de l'oblast de Rostov. Ces missiles longue portée, ça reste toujours quelque chose de très important pour les Ukrainiens, comme les F-16, dont on va parler aussi dans un instant, qui n'arrive toujours pas. Oui, parce que comme vous l'avez dit, il y a sur des drones. Par exemple, ce sont des drones tels que les Sokol 300 qui ont frappé des raffineries à parfois 1300 km de la frontière russe. Et ce sont également des drones tels que les Beaver qui avaient frappé le quartier Moskva City, un peu équivalent à Moscovie, liberté de la défense. Là où les Ukrainiens réclament d'une part davantage de Storm Shadow, de Scalp français, c'est que le MBDA, d'ailleurs, l'entreprise qui les fabrique, est en train d'augmenter ses lignes de production pour ces missiles-là, et surtout parce qu'ils feront toujours face au Nihilobstat des Allemands sur le refus de livrer des taux russes, même si ça aurait changé par rapport à l'opinion publique allemande. Et enfin, quand on regarde ce que font les Britanniques, ils n'ont pas totalement encore donné le feu vert à des frappes sur tout le territoire russe avec des missiles Storm Shadow. Ils disent qu'on pourra aller en gros au-delà de ce qui avait été évoqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire frapper dans la région de Kharkiv pour empêcher les batteries d'artillerie russes de raser la ville. De faire ce qu'avaient dit les Russes, c'est-à-dire de faire de Kharkiv la nouvelle Alep, de la raser complètement. Mais au Royaume-Uni, le débat n'est pas encore tranché de pouvoir frapper tout le territoire russe internationalement reconnu, c'est-à-dire au-delà de la Crimée, avec des missiles de longue portée. De longue portée, général François Chevancier, aussi on nous avait dit cet été, donc nous sommes l'été, mine de rien, il y aura donc la livraison des F-16. Le Danemark, là d'où viennent justement les F-16 comme les Pays-Bas, nous disent pour l'instant la formation des pilotes, elle n'est pas terminée. Alors est-ce qu'on peut aussi imaginer que ça peut être de la communication de guerre aussi pour faire donner des fausses informations à la Russie ? Alors, il y a peut-être de la fausse information, mais de la communication de guerre, sûrement. C'est-à-dire que ça fait des mois et des mois qu'on nous parle de F-16, des mois et des mois qu'on dit que les F-16 arrivent, des mois et des mois qu'on dit que les pilotes sont rapidement formés et que tous les experts du domaine savent que ce n'est pas possible. Voilà. Donc on arrête la communication stratégique. Par contre, que c'est un effet sur le moral, oui, pour ceux qui veulent bien y croire. Et je crois que sur le terrain, en Ukraine, ça rassure au moins l'armée ukrainienne de dire oui, on va bientôt avoir les F-16. Mais je crois qu'il ne faut pas capitaliser toute cette information, cette communication plutôt que cette information. Oui, les F-16 vont arriver. Combien vont en arriver? Quelques-uns. Est-ce que ces quelques-uns vont changer quelque chose? Quand on voit les différents articles, alors on n'a pas toutes les informations, on voit bien que c'est une dizaine de pilotes qui sont formés. Alors une dizaine de pilotes, pour quoi faire? Pour quelques avions, dont il faut aussi organiser la chaîne de maintenance, préparer les aéroports pour qu'ils soient protégés contre les frappes russes. Ça fait partie aussi du projet. Il n'y a pas qu'un avion en l'air, il y a toute une équipe de maintenance, il y a tout un système de protection à terre. Donc ça pose quelques problèmes. Donc des délais, c'est une réalité. Donc effectivement, on a beaucoup dit que les F-16 arrivaient cet été. Alors il y en aura peut-être 2, 3, 4, ça ne changera rien, ça sera simplement l'effet psychologique, oui, sans aucun doute, mais militairement, non. Et n'oublions pas à quoi sert le F-16, même si j'ai lu qu'il y avait des versions qui faisaient peut-être de l'appui au sol, donc appuyer les forces terrestres, ce qui a manqué il y a quelques mois. En revanche, c'est surtout la première mission, c'est interdire l'espace aérien aux capacités russes, soit à leurs avions, soit à leurs missiles. Donc là, c'est récupérer, se réapproprier un espace qui est aujourd'hui contrôlé par les Russes. Voilà la réalité du F-16. D'ajouter, l'Ukraine prendra tout et recherche tout ce qui est en capacité de protéger son ciel, parce que accessoirement, il y a des morts tous les jours, ils demandent tous les jours, depuis des mois. Donc oui, il faut de l'aviation, il faut des systèmes de défense anti-aérienne. Voilà, donc c'est que juste parce que ce sera juste les F-16 toutes seules ne sont pas la solution. Le game changer, la solution miracle, mais ça, plus ça, permettra de protéger le ciel ukrainien, de faire un appui aérien à une éventuelle contre-offensive ukrainienne auquel ils n'ont pas renoncé, et surtout de protéger ces villes et donc les vies ukrainiennes. Et c'est l'enjeu majeur du moment de l'Ukraine, et y compris, j'en parlais tout à l'heure, de lever les restrictions sur certaines armes à longue portée pour pouvoir aller cibler les aérodromes militaires en Russie, d'où partent les engins de terreur qui massacrent les Ukrainiens à peu près tous les jours, parce que quand on parle de... Là, au moment où on parle, rien que la journée d'hier,
d'hier, c'est des dizaines et des dizaines de combats extrêmement violents sur toute la ligne de front, 7 morts dans plusieurs villes d'Ukraine. Enfin, voilà, il ne faut pas oublier quand on parle ce dimanche matin à quel point la situation est extrêmement violente sur place, et il ne faut pas l'oublier. Donc l'Ukraine prendra tout, même si c'est 3 dans un coin ou 3 là et 3, peu importe le temps, de toute façon, l'Ukraine n'a pas le choix. Bien sûr. Alors, il y a aussi un point assez étonnant, c'est, on a parlé donc de la situation militaire, mais la situation diplomatique, elle pourrait reprendre, enfin, si on en croit les mots du président ukrainien, puisque c'était le lundi 15 juillet, Volodymyr Zelensky a affirmé être favorable à la présence de la Russie à un prochain sommet diplomatique à une date encore indéterminée, un mois après la conférence organisée en Suisse, qui avait réuni donc des dizaines de dirigeants, mais dont Moscou avait été exclu. C'est vrai que Claude Blanche-Maison, c'est assez étonnant, parce qu'alors là, depuis 2022, Ukrainiens, les officiels ukrainiens et russes ne s'étaient pas parlé. Alors pour l'instant, cette nouvelle a été accueillie d'une manière un peu suspicieuse par Moscou. Mais pourquoi Volodymyr Zelensky le fait maintenant? C'est-à-dire qu'il y a un besoin aussi C'est très habile de la part de Zelensky d'avoir fait cette déclaration, parce que il dit, mais moi je n'ai rien contre la présence des Russes au sommet de la paix qui va avoir lieu en effet à une date et à un lieu qui reste à déterminer pour faire suite en novembre, pour faire suite à celui qui s'est tenu en Suisse, où là il avait dit je ne veux pas avoir les Russes. Donc ça veut dire qu'il a évolué dans sa position diplomatique, et il a évolué en retirant apparemment tout préalable. C'est-à-dire qu'avant, il avait un préalable. Moi, je ne verrai des Russes que lorsque l'armée russe aura quitté tout le territoire ukrainien. Donc, c'était pas demain la veille. Là, il retire tout préalable et il ouvre la porte, apparemment, à une possibilité d'avoir quelque chose qui ressemble à un jour, une conférence de la paix. Ça ne sera pas celle du mois de novembre, ça sera plus tard. Et peut-être qu'on pourrait imaginer un dispositif, comme à l'époque de la conférence de Paris sur le Vietnam, où les Américains et les Vietnamiens ont engagé une conférence de la paix, les combats continuaient sur le terrain. Ah oui, d'accord. Donc ça peut aussi, on peut tout imaginer. Et là, en réalité, effectivement, en faisant cette proposition, par ailleurs, Zelensky prenait assez peu de risques, car il savait bien que les Russes allaient dire non. Et ils ont dit non. Lavrov a dit, mais vous savez bien que nous n'accepterons de parler avec les Ukrainiens que le jour où ils ont, en tout cas pour le moins, évacué les zones qu'ils occupent encore dans les oblasts que nous avons juridiquement annexés. C'est ça, ouais. Donc les Russes ont toujours ce préalable-là, avant d'accepter de se trouver en présence bilatérale ou multilatérale des Ukrainiens. Oui. Donc effectivement, ça n'est pas encore mûr, mais c'est assez astucieux d'avoir lancé cette idée parce que, en effet, tout bouge, et notamment tout va bouger dans 6 mois, probablement aux États-Unis. Eric Boulin. Oui, en fait, c'est une façon aussi de renvoyer la balle en fait à Moscou. Il faut bien comprendre que, la posture de Volodymyr Zelensky, elle s'inscrit dans un contexte international. Et effectivement, cette prochaine conférence de la paix, alors on parle de novembre en Arabie Saoudite, mais du coup, effectivement, beaucoup de pays ce qu'on appelle le Sud global, un peu rapidement, en fait, sont des pays qui, pour le coup, en fait, souhaitent que la guerre s'arrête et finalement disent voilà, arrangez-vous entre vous, Russes et Ukrainiens, et finalement mettons un terme à cette guerre. Finalement, cette posture de Volodymyr Zelensky, c'est une façon de renvoyer Moscou, qui se pose toujours en défenseur de la paix, pour dire mais regardez, moi je suis prêt à discuter, mais finalement c'est les Russes qui ne veulent pas, et d'autant plus qu'on est sur des thématiques a priori qui sont globalement assez simples en fait. Sécurité énergétique, libre navigation alimentaire et échange des prisonniers. Échange de prisonniers, oui. Donc on est vraiment sur normalement des thématiques qui devraient faire consensus, et finalement se positionner comme le fait Zelensky en renvoyant la balle à Moscou, c'est aussi une façon de renvoyer Moscou à ses propres contradictions dans son discours vis-à-vis du Sud global. Et dernier point, c'est aussi une façon pour Volodymyr Zelensky de s'adresser à sa population. Alors, on voit monter dans les sondages quand même, effectivement, avec cette guerre où on est dans une guerre de position qui ne bouge plus vraiment. Il y a quand même de plus en plus d'Ukrainiens qui effectivement souhaitent avoir des perspectives en fait par rapport à l'avenir, et donc c'est aussi une façon pour Volodymyr Zelensky en politique intérieure de s'adresser à cette frange de la population pour dire nous sommes en guerre, effectivement c'est une guerre existentielle, mais c'est pas un but en soi. Si on fait la guerre, c'est aussi parce que l'autre partie ne souhaite pas négocier.